bonjour à toutes et à tous. C'est donc la troisième vidéo que je fais pour parler de ma situation de lanceuse d'alerte, comme vous l'avez vu sur la pancarte que je tenais à l'instant dans mes mains. Donc je m'appelle Jocelyne Chassard et je suis toujours fonctionnaire d'État à l'heure qu'il est. Je suis toujours professeure en documentation depuis 1991, donc ça fait bientôt 28 ans. Et je travaille actuellement dans l'Académie de Reims, dont la rectrice, que je combats depuis 3 ans, s'appelle Hélène Incel. Alors je réalise cette vidéo avec mes deux partenaires mousquetaires, mousquetaires et gilets jaunes. Donc Dominique qui est à la régie, vous entendez le grincement de la chaise dans laquelle elle vient de s'asseoir. Et une autre Dominique qui est aussi en face de moi et qui m'a aidé pour une autre vidéo qui va bientôt être publiée qui va bientôt être mise en ligne. Alors si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu les deux précédentes vidéos, je combats le harcèlement moral de l'actuelle rectrice d'Académie de Reims qui s'appelle Hélène Incel. Et je me considère comme une lanceuse d'alerte justement sur ce phénomène du harcèlement moral dans l'éducation nationale. Je vais remontrer la couverture du livre de Daniel Arnaud. Est-ce que c'est bien à l'écran? Un tout petit peu plus bas, voilà. Donc ce livre a été écrit en 2013 par Daniel Arnaud, un ancien professeur qui a démissionné de l'éducation nationale parce que lui-même a été en but à du harcèlement ou de la placardisation et il a été écœuré parce qu'il a vu et il a décidé qu'il ne pouvait plus travailler dans de conditions pareilles. Donc il a démissionné et il a publié ce livre au terme de 2 ans d'enquête. Sur la pancarte que vous avez vue, donc il y a écrit cette expression lanceuse d'alerte. Alors, l'objet de cette petite vidéo aujourd'hui est de vous expliquer 3 choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ce statut de lanceur et lanceuse d'alerte? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Est-ce que c'est justement un statut? Deuxièmement, qu'est-ce que moi, Jocelyne Chassard, je dénonce dans l'éducation nationale? Sur quoi est-ce que je lance l'alerte? Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, dans l'éducation nationale, pourquoi est-ce que c'est devenu très 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 dangereux pour ma carrière, mais aussi pour ma santé mentale surtout, pourquoi est-ce que c'est devenu très dangereux de faire cette dénonciation publique? Voilà, ce sont les 3 points que j'aimerais aborder dans cette vidéo et que j'aimerais vous expliquer. Alors, la première des choses, donc le statut de lanceur d'alerte. Vous avez vu dans le générique un autre livre aussi, que je vais remontrer à l'écran. Celui-ci. C'est bon? Voilà. Donc, l'auteur de ce livre s'appelle Stéphanie Gibaud, et le titre du livre, c'est La traque des lanceurs d'alerte. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Stéphanie Gibaud, parce que, heureusement, pour elle, elle a été médiatisée, et cela l'a beaucoup aidée. Elle travaillait depuis la fin du XXe siècle dans la banque UBS, comme elle organisait des événements, voilà, pour la banque UBS. Et peu de temps après la crise des crédits hypothécaires aux États-Unis en 2008, elle s'est aperçue, en 2009-2010 par là, elle s'est aperçue d'agissements frauduleux de la part de plusieurs responsables de sa banque. Et cette personne est dotée de ce qu'on appelle l'intégrité morale. C'est-à-dire que lorsqu'elle a découvert des agissements frauduleux des responsables de sa banque, eh bien, elle a été indignée, elle n'a pas pu les garder pour elle, elle n'a pas pu fermer sa bouche, comme d'autres personnes l'auraient fait, et cela lui a causé d'énormes problèmes à l'intérieur de son entreprise, puisqu'elle a été placardisée, c'est-à-dire qu'on lui a ôté la majeure partie de ses fonctions qu'elle occupait jusqu'à présent. Elle a été ostracisée, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée isolée dans l'équipe de collègues. Celles et ceux qui avaient peur ne lui adressaient plus la parole, et celles et ceux
qui voulait se mettre bien avec la hiérarchie, ne lui adressait plus non plus la parole. Et heureusement, pour elle, elle a été bien entourée déjà d'un bon avocat, mais aussi elle a été contactée par des personnes du service des douanes du ministère des Finances à l'époque. Je crois que c'était en 2011-2012, quelque chose comme ça. Et donc elle a donné des informations à ce service pour pouvoir démontrer que UBS avait fraudé et avait spolié l'État français de sommes énormes d'argent que UBS aurait dû payer comme impôt en France. Stéphanie Gibault donc, a écrit un premier livre sur son combat, sur son épreuve aussi, qui s'appelle La femme qui en savait trop. Et elle a ensuite poursuivi son combat, comme elle n'arrivait plus à trouver de travail dans la banque, puisqu'elle était en quelque sorte stigmatisée. Elle a poursuivi son combat en essayant de rencontrer d'autres lanceuses et lanceurs d'alerte. Et dans ces rencontres, qu'elle a transformées ensuite dans le livre que je vous ai montré, elle s'est aperçue qu'une caractéristique commune à toutes les personnes qu'elle rencontrait était que, à partir du moment où ces personnes, par intégrité morale, avaient dénoncé des agissements frauduleux ou des agissements délictueux, eh bien, ces personnes avaient vu leur carrière et parfois leur santé, avaient vu leur carrière et leur santé être mises en danger. Parce que ce qu'ils faisaient était absolument intolérable dans leur milieu professionnel. Que ce soit une entreprise privée, comme la banque UBS, ou que ce soit une administration publique, par exemple comme la mienne, l'éducation nationale. Et c'est ce qui lui a donné envie de raconter les histoires, les témoignages de toutes ces personnes dans ce livre. Donc, le statut de lanceur et de lanceuse d'alerte existe actuellement. Il existe dans la loi française depuis 2016 par une loi qu'on appelle Sapin 2. Michel Sapin était à l'époque le ministre de l'économie et des finances. Et il existe aussi à l'échelle de l'Union européenne dans une directive qui a été votée à une très large majorité le 16 avril dernier. Et c'est une directive de protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Voilà. Donc la définition que retient l'Union européenne, c'est une personne qui, à un moment donné, a connaissance dans son milieu professionnel, encore une fois, que ce soit du privé ou du public, qui a connaissance de dysfonctionnements graves, qui a connaissance d'agissements frauduleux, illégaux, ou qui a connaissance d'agissements préjudiciables à d'autres personnes. Donc, lorsque cette personne a connaissance de cela, eh bien, elle les signale. Elle les signale d'abord à l'intérieur de son entreprise ou de l'administration, et si elle n'obtient pas l'écoute qu'elle devrait avoir, eh bien, elle doit les dénoncer aussi en public, notamment par le biais de la presse. Donc la directive européenne protège les lanceurs et les lanceuses d'alerte lorsque ces personnes sont obligées, parce que dans à l'interne, lorsque ces personnes n'ont pas été entendues et lorsque, pire encore, on a essayé de les bâillonner et de les faire taire, eh bien, la directive les protège lorsque ces personnes font appel au public, au grand public au sens large, et font appel à de la médiatisation. Il faut vraiment comprendre que c'est une protection, la médiatisation, pour les lanceurs et lanceuses d'alerte. Parce que lorsqu'on est médiatisé, eh bien, les personnes qui veulent nous faire taire, quand même, prennent beaucoup plus de précautions. Parce que si jamais il nous arrive des choses assez graves dans notre carrière ou dans notre vie personnelle, ça risque de faire un peu de bruit. Voilà. Une autre notion aussi importante pour le statut de lanceur d'alerte, c'est cette dénonciation, ce signalement public ne se fait pas dans l'intérêt propre de la personne, mais se fait pour l'intérêt général. Voilà, il y a cette notion d'agir pour l'intérêt général, pour servir l'intérêt général. Et par exemple, dans mon cas, puisque je suis fonctionnaire d'État dans l'éducation nationale, je dénonce le harcèlement moral dans l'éducation nationale et les dysfonctionnements que j'ai constatés pour ce qui est de lutter et de prévenir ces agissements délictueux. Eh bien, je dénonce cela pour l'intérêt général. Premièrement, pour les personnes qui sont victimes du harcèlement, mais qui, contrairement à moi, se sont effondrées trop tôt et n'ont pas pu porter plainte. Donc ce sont pour ces personnes-là que je parle aussi, au nom de ces personnes-là. Et deuxièmement, je parle au nom des enfants de la République française qui, à cause de ces dérives quasiment mafieuses à l'intérieur de l'éducation nationale, se voient actuellement offrir, et depuis déjà une quinzaine d'années,
se voit offrir un enseignement public au rabais, un enseignement public de mauvaise qualité, et cela délibérément. Donc, si vous voulez, dans ma dénonciation, il y a ces deux facettes. L'intérêt général, c'est à la fois celui des autres personnes qui ont été harcelées, mais qui n'ont pas eu la force de porter plainte et de se battre pour défendre leurs droits. Et il y a aussi les usagers et les usagères de ce service public qu'est l'éducation nationale, c'est-à-dire les enfants de la République et les enfants d'autres pays étrangers, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est que lancer l'alerte, le lancement d'alerte, qu'est-ce que c'est. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'est-ce que je dénonce? Moi, Jocelyne Chassard, professeure, qu'est-ce que je dénonce dans l'éducation nationale? 3 choses. Le harcèlement moral hiérarchique. C'est le plus facile à comprendre, parce que c'est celui qui a son équivalent quasi en miroir, si vous voulez, dans le privé. C'est-à-dire un ensemble d'agissements hostiles d'une personne qui a du pouvoir, d'une personne qui a un poste de pouvoir dans l'administration, envers des personnes qui sont, sur le papier, ses subordonnés. Donc ces agissements hostiles vont avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail des personnes harcelées, et vont avoir aussi pour effet de porter atteinte à sa dignité professionnelle, et vont avoir aussi pour effet de mettre en danger sa santé mentale ou physique. C'est ça le harcèlement moral. Donc quand il est hiérarchique, on dit aussi vertical, cela veut dire qu'une personne a un poste de pouvoir dans la hiérarchie et exerce ce pouvoir à mauvais escient envers un ou une subordonnée. Dans mon cas, il s'agit de personnes contre qui j'ai porté plainte, nommément, c'est-à-dire la rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, mais aussi 2 chez Fayonne, qui ont cherché à me placardiser, l'une en 2016, elle s'appelle Nathalie Aulas-Mauffret, et l'autre, plus récemment, en 2018, à l'automne 2018, elle s'appelle Valérie Richard. Le deuxième aspect du harcèlement moral, qui est le moins connu et qui est le plus tabou, c'est le harcèlement moral qu'on appelle horizontal. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une équipe éducative, il y a un groupe qui se forme et qui prend pour cible un ou une de leurs collègues. Mais il faut remarquer que ce groupe ne se forme et ne peut se former que si le groupe a la certitude d'être soutenu par le chef-Fayon ou la chef-Fayonne. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, un groupe se forme, prend pour cible un ou une collègue, et à ce moment-là, ce groupe peut commettre des agissements délictueux tels que la diffamation non publique. Et c'est ce qui m'est arrivé, à la fois en 2016, donc j'ai porté plainte contre les personnes qui avaient écrit dans mon dos des prétendus rapports d'incidents totalement mensongers, et c'est ce qui m'est encore arrivé dans le collège de Suippes où j'exerce actuellement, puisque deux professeurs ont cherché à manipuler des élèves et à me diffamer de façon aussi non publique, et dans mon dos bien sûr. Donc ce harcèlement moral horizontal occupe statistiquement à peu près la même place que le harcèlement moral vertical. C'est environ 45% des cas pour chacun. Mais comme je vous l'ai dit, il est encore plus tabou que le harcèlement moral vertical. Et la troisième chose que je dénonce dans l'éducation nationale, ce sont les dysfonctionnements, mais gravissimes, qui se produisent dans le système de prévention et de lutte contre le harcèlement moral. C'est-à-dire que vous avez un fléau professionnel qui s'appelle le harcèlement moral, qui existe, et vous avez, depuis à peu près les années 2000-2005, vous avez un arsenal juridique, législatif et réglementaire qui s'est mis en place, et malheureusement que je connais maintenant fort bien, et ce sont des textes que toutes les directions des ressources humaines de toutes les administrations publiques doivent connaître et surtout doivent appliquer. C'est ce qu'on appelle un système de prévention et de lutte contre le harcèlement moral. Le problème est que si ce système fonctionnait bien, eh bien vous n'auriez pas aujourd'hui à peu près 14% de tous les personnels de l'éducation nationale confondus, 14% qui sont victimes de harcèlement moral. Et cela, on le sait grâce à des enquêtes de victimation. Vous n'auriez pas ça. Ce chiffre serait réduit, si vous voulez. Et donc, ce que je dénonce, c'est les dysfonctionnements dans ce système.
C'est-à-dire que ce qui, dans les textes, est fait pour protéger les agents et les agentes, pour les protéger d'agissements délictueux de la part de chez Fayon ou chez Fayonne ou de la part de collègues malveillants, eh bien ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que les hiérarques de l'éducation nationale sont à la fois jugés partis. Ils sont partis parce que ce sont ces individus qui peuvent décider de harceler, de placardiser, d'ostraciser des fonctionnaires, comme moi, mais ce sont les mêmes personnes qui sont normalement chargées de mettre fin à ces agissements. Vous comprenez que c'est totalement impossible. Donc, ce système de protection et de lutte contre le harcèlement moral dysfonctionne. Et l'un des maillons dont je me suis aperçue qu'il dysfonctionnait, et ça c'est gravissime aussi, c'est un organisme normalement, dont la fonction première est de protéger les agents. Cet organisme s'appelle le CHSCT, ça veut dire Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Eh bien, je me suis aperçue à mes dépens que cet organisme qui comporte des représentants du personnel, cet organisme récemment, très précisément le 18 décembre 2018, a courbé l'échine devant la rectrice de l'Académie de Reims et a refusé de faire une enquête sur les causes d'un deuxième accident de service qui m'était arrivé, que j'avais subi le 10 septembre 2018. Le CHSCT avait l'obligation de faire une enquête indépendante sur les causes de mon accident de service. Eh bien, le CHSCT a refusé de le faire. Donc, vous voyez que les dysfonctionnements, comme je disais, sont gravissimes. Et c'est le troisième point que je dénonce dans l'administration qu'est actuellement l'éducation nationale. Le troisième point maintenant, le troisième objet que je voulais traiter dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est dangereux aujourd'hui, en 2019? Pourquoi est-ce que c'est très dangereux, à la fois pour la carrière et pour la santé, de faire quand même cette dénonciation, publiquement? Pour une raison très simple, et qui va peut-être choquer bon nombre d'entre vous. Actuellement, en 2019, j'affirme que les 3/4 des individus qui, sur le papier, sont des enseignantes et des enseignants, les 3/4 de ces personnes sont soit des lâches, des ignorants et des ignorantes, ou des collabos. Heureusement, il reste un quart de fonctionnaires d'État qui sont vraiment conscients de leur mission, qui ont des convictions morales ou syndicales et qui défendent les droits professionnels et le droit, la liberté d'enseigner par exemple, la liberté d'exercer son métier. Dans mon expérience, il y a environ 20-25% de personnes qui sont comme ça. Mais il y a les autres, les collabos et les lâches. Alors je sais que mes propos vont choquer bon nombre d'entre vous, mais je voudrais justement vous donner un tout petit exemple, mais très révélateur, de lâcheté. Je ne vais pas nommer la personne par charité chrétienne, mais je vais quand même vous montrer 4 documents. Donc dans le collège où j'exerce actuellement, c'est le collège Louis Pasteur à Suippes, et j'y ai déjà exercé depuis septembre 2017. Et mon année scolaire professionnellement s'est très bien déroulée en 2017-2018. Parfaitement déroulée, correctement déroulée. Parmi les professeurs de ce collège, il y en avait un avec qui je me suis très bien entendue professionnellement et intellectuellement. Nous avions des discussions scientifiques, puisque c'est un scientifique, nous avions des discussions scientifiques passionnantes, et nous avons fait à 3 reprises des activités pour les élèves en collaboration. Lorsque le 31 août 2018, je me suis aperçue que la principale avait totalement changé d'attitude envers moi et qu'elle allait très certainement vouloir faire disparaître les 3/4 de mes activités pédagogiques, donc c'est ça qui s'appelle la placardisation, eh bien j'ai voulu demander au moins de l'écoute à ce professeur. Je lui ai envoyé un mail en lui disant que j'avais certains soupçons, que j'avais un certain ressenti, j'avais un peu de mal-être et que je voulais en discuter avec lui. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc je montre d'abord le courriel. Voilà. Donc il m'a répondu très brièvement. Bonjour Jocelyne, je suis désolée pour le retard. Je ne suis plus déléguée syndicale cette année. Je ne suis plus syndiquée non plus d'ailleurs.
Je te conseille de contacter la permanence de tel syndicat, sachant qu'il n'y a plus de représentant syndical au collège. Bon courage. Voilà ce que me répond ce professeur, avec qui, encore une fois, je m'étais parfaitement entendue l'année précédente, lorsque je lui demande de l'aide pour m'écouter. Bon courage, salut, moi, je ne veux rien entendre, mais bon courage. Ça, c'était le 7 septembre 2018. Le 19 octobre 2018, je montre un autre document. Voilà. Donc, c'est un document, une sorte de pétition. Vous voyez toutes les signatures qui sont ici. Ces signatures ont été recueillies le 19 octobre 2018. C'était un vendredi. Elles ont été recueillies pendant la dernière heure de la matinée. Les 18 professeurs qui ont signé se sont réunis tous ensemble dans la salle des professeurs. Mais bien sûr, moi, je n'y participais pas. Personne ne m'avait informé et personne ne m'avait invité. Et pour cause. Parce que voilà ce que ces professeurs ont écrit sur leurs lettres qui justifiaient leur réunion urgente. Nous ressentons un profond malaise dû à la pression exercée par une collègue enseignante, c'est moi-même, mais vous remarquez que je ne suis pas citée, à l'égard de Madame Richard, la principale, et de 4 autres personnes du collège. Voilà. Donc ce malaise entraîne un mal-être collectif, vous remarquez la répétition, un mal-être collectif qui nuit au bon fonctionnement de l'établissement. Donc à cette date, au 19 octobre, je suis accusée par toutes ces personnes de leur causer un malaise et un mal-être et de nuire au bon fonctionnement du service. C'est très bizarre parce que jamais la principale ne m'a adressé une quelconque lettre pour me dire quels étaient mes agissements. Voilà. Donc la signature du professeur qui avait refusé mon écoute est ici. Voilà. Donc ce monsieur figure sur la liste des pétitionnaires le 19 octobre. Mais évidemment, moi je n'en saurais rien, je ne saurais absolument rien de ce document avant le 17 mai 2019. Parce que j'avais réclamé des documents à la rectrice qui a été obligée de les donner à mon avocate. Donc ce document m'a été délibérément caché pendant 6 mois. Le même professeur qui a signé ça le 19 octobre dans mon dos m'a écrit le 14 novembre 2018. Donc je montre. Voilà. Donc il m'a écrit un courriel et je vais vous lire ce qu'il m'écrit spontanément. Spontanément. Il m'écrit: je continue de garder envers toi toute ma confiance dans tes capacités et qualités professionnelles au vu des projets que nous avons conduits jusqu'alors dans l'intérêt des élèves. Donc le 19 octobre, ce professeur signe un papier disant que je suis la cause d'un malaise et d'un mal-être collectif qui nuit au bon fonctionnement du service. Et le 14 novembre, sans craindre la contradiction, ce type m'écrit: mais Jocelyne, pour moi, tu es toujours une super prof et j'ai toujours envie de travailler avec toi. Et c'est ce qu'il m'écrit. Je renouvelle enfin ma proposition de collaboration professionnelle sur le projet si tu le souhaites. Voilà. Donc, il me propose sa collaboration. Et dans le même courriel, il essaie, parce qu'il doit ressentir un peu de honte, il essaie d'expliquer son refus de m'écouter, qui datait du 7 septembre 2018. Et voici comment il justifie son refus de m'écouter. Ce refus était bien motivé dans ton intérêt, afin d'éviter de faire des confidences qui m'auraient sans doute mis dans l'embarras vis-à-vis d'autres intervenants de l'établissement, et pour protéger la confidentialité des propos que tu souhaitais partager. J'ai soumis cette phrase à plusieurs amis autour de moi, parce que j'en ai quand même quelques-uns et quelques-unes, sinon je ne serais pas encore dans cet état, dans l'état de combativité où je suis. Donc j'ai soumis cette phrase. Toutes les personnes m'ont dit: Jocelyne, à tous les coups, ce type a été entrepris dès la rentrée par des autres profs et par la principale, et on lui a dit: écoute mon gars, si tu veux faire toujours partie du groupe et qu'on s'entende bien avec toi, tu arrêtes de collaborer avec Jocelyne Chassard. Ça vaudrait mieux. Voilà, c'est ce qui ressort de... il m'écrit ça spontanément. Ce type, parce que pour moi c'est plus une personne, c'est un type ou un individu. Alors,
ce type a répondu le 10 janvier 2019, je vous montre le courriel, il a répondu à ma proposition de collaboration professionnelle. Le 14 novembre, il m'écrit, je sais, je suis prête à collaborer avec toi, puisqu'on a super bien collaboré avant. Donc moi, je saute sur l'occasion et je lui écris le 7 janvier, ben écoute, voilà ce que je te propose comme activité avec les élèves et dans l'intérêt des élèves. Je te propose une activité qui aurait 4 objectifs. Œuvrer à la maîtrise de la langue française, œuvrer à la maîtrise de la recherche et de l'analyse des informations, favoriser l'ouverture culturelle et développer l'esprit critique des élèves. Parce que ça, c'est un de mes dadas. Donc, je lui envoie ça le 7 janvier. Et voilà le 10 janvier ce qu'il me répond. M'inscrire dans ton projet en connaissance de cause et sachant que tu as dénoncé une attitude supposée mensongère de Madame Richard, la principale du collège, m'inscrire dans ce projet, en connaissance de cause, reviendrait à me rendre complice de ta campagne de dénigrement de notre chef d'établissement. Voilà. Et il continue, sans prendre parti et sans jugement a priori, donc sans prendre parti, c'est pas ce que c'est, parce que là c'est ce qu'il vient de faire, de prendre parti, je suis assez étonnée des accusations que tu portes. Voilà. Donc, cet individu est scandalisé des accusations que je porte contre la principale, accusations qui sont toujours été étayées par des preuves et que la principale n'a jamais démenti. Il est assez étonné, mais il ne vient pas me demander d'explication. Et quand je lui propose une collaboration professionnelle qui est dans l'intérêt des élèves, eh bien, il me dit « Ah ben oui, sur le papier, c'est super bien comme projet, ça correspond parfaitement aux objectifs du projet d'établissement, tu as tout à fait raison, mais bon, comme tu dénonces la principale, ben écoute, je ne peux pas le faire. Et donc, dans ces conditions, je suis au regret de devoir écarter ta proposition de collaboration. » Pour moi, voilà l'exemple parfait de lâcheté. Et la lâcheté peut conduire à la collaboration, puisque cet individu, dans mon dos, le 19 octobre 2018, a signé une sorte de pétition négative contre moi. Voilà. Donc c'est ça. Comment dire, une grosse partie des enseignantes et enseignantes en éducation nationale aujourd'hui, c'est ça. Pour terminer cette vidéo, qui ne doit pas dépasser 30 minutes, n'est-ce pas Dominique? Je souhaite aussi expliquer, et ça ne va pas faire plaisir à ma meilleure amie qui s'appelle Sandrine, je souhaite aussi expliquer à qui je m'adresse en faisant ces vidéos. Je ne m'adresse pas aux lâches et je ne m'adresse pas aux collabos. Ça, c'est certain. Parce que depuis le premier harcèlement moral que j'ai subi et combattu en 2013-2014, j'ai compris que de ces individus, les lâches et les collabos, je n'ai rien à attendre, absolument rien. Et je peux même attendre des agissements hostiles, la preuve. Donc les lâches et les collabos, c'est pas la peine qu'ils m'écoutent. D'ailleurs, dès les premières minutes, ils auront arrêté, ils seront passés à autre chose. Donc je m'adresse premièrement au quart d'enseignants et d'enseignantes, je veux le croire, qui sont encore des personnes intègres, des fonctionnaires d'État qui ont chevillé au corps leur mission de service public envers les enfants, enfants de la République française ou enfants de pays étrangers qui vivent en France. Je m'adresse à ces personnes-là. Parce que ces personnes ont une capacité de combat, une capacité de dénonciation, une capacité de riposte, une capacité de mobilisation. Voilà. Notamment, en ce moment, vous avez sûrement dû en entendre parler, notamment pour faire capoter les contre-réformes de Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui veut détruire le service public de l'éducation. Donc c'est à ce quart du corps enseignant que je m'adresse en priorité, pour avoir de ces personnes de l'aide, éventuellement des propositions pour faire quelque chose ensemble. Et puis je m'adresse à une autre partie que j'appelle les ignorantes et les ignorants. Dans ma bouche, ça n'a aucune connotation négative. C'est simplement des personnes, parfois à cause de leur jeune âge,
parfois à cause de leur manque de formation, parfois, tant mieux pour elles et pour eux, parce que dans leur établissement, ces personnes n'ont jamais été victimes d'agissements hostiles. Donc ces personnes ne connaissent pas le harcèlement moral, ne savent pas ce que c'est. Comme c'est quelque chose d'invisible, c'est pas visible comme un coup de couteau qu'on vous donne, ou un coup de matraque des CRS vis-à-vis d'un gilet jaune, comme ce n'est pas visible, ces personnes ont du mal à percevoir à quel point ça peut être destructeur. Donc ces personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le harcèlement moral, je m'adresse à ces personnes avec les livres par exemple, dont la couverture a été filmée par Dominique dans le générique, ou avec mon propre témoignage. Et je voudrais que ces personnes, petit à petit, prennent conscience. Voilà. J'espère de ces personnes une prise de conscience, une conscientisation, qui va les amener, peut-être, lorsqu'elles auront fini d'écouter la vidéo, voudront me contacter, puisque mon adresse mail sera au-dessous de la vidéo dans les commentaires. Et je leur apporterai des informations qui leur manquent. Déjà, le désir de savoir, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'inappréciable. Voilà. Eh bien, je suis arrivée au bout. Dominique, la filmeuse, est en train de me dire que la vidéo va bientôt arriver à son terme. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Et j'espère que vous aurez envie d'écouter les autres témoignages que je serai amenée à filmer avec mes deux co-mousquetaires, les deux Dominiques qui me soutiennent. Voilà. Au revoir.